On va démarrer ce débat. Ce qu'on vous propose avec Nathalie, c'est qu'on va se partager en deux interventions sur le sujet. Et après, on organisera un débat où la parole sera libre et chacun d'entre vous, si vous voulez, vous pourrez intervenir, poser des questions, dire ce que vous en pensez. Enfin voilà, débattre à cœurs ouverts. Donc on va prendre l'exemple de ce qui se passe dans la CGT de PSA Poissy et plus généralement même c'est étendu dans la CGT du groupe PSA Stellantis. Moi je travaille à l'usine de Poissy. Ça fait 30 ans que je suis à la CGT et ça fait 18 mois que la fédération mène une politique d'abord de division au sein de la CGT de PSA Poissy et dont l'objectif et d'exclure l'ensemble du syndicat de CGT PSA Poissy, mais y compris d'avoir la peau du syndicat. Alors, ce syndicat, je vais faire juste un historique rapide des faits, mais pour planter le décor, c'est un syndicat, la CGT PSA Poissy, c'est un syndicat vieux de 60 ans. C'est le syndicat historique de l'usine, 60 ans d'histoire, 60 ans de combat, de lutte sociale, mais qui a commencé par le combat pour s'imposer face au patron. Ça a été Ford, Talbot, Peugeot, puis après PSA. Les différents patrons qui se sont succédés dans cette usine ont eu un objectif, parmi d'autres, mais un objectif, c'était d'avoir la peau de ce syndicat. Et aujourd'hui, ils ont mené des attaques extrêmement dures, ces patrons. Récemment, c'est toute une grosse partie de l'équipe syndicale a été déférée devant les tribunaux. Un certain nombre de militants CGT ont été condamnés à des peines de prison avec sursis sur des fausses accusations de fausses séquestrations, d'avoir séquestré un chef pendant 3 minutes 30. Bref, mais ces patrons n'ont jamais eu la peau de ce syndicat. Et là, on reçoit des coups extrêmement durs, non pas... Enfin, aussi de la part du patron, mais surtout de notre propre fédération CGT de métallurgie. Alors je vais appeler la Fédé pour aller plus vite, mais c'est la Fédération de la métallurgie, CGT, qui porte cette attaque extrêmement grave. Il y a 18 mois, une dizaine de militants, comme ça arrive régulièrement dans beaucoup de syndicats, et je ne connais pas de syndicat qui n'a pas vécu cette affaire-là. Une dizaine de militants ont contesté la direction du syndicat. Farid Borsali, le secrétaire de la CGT, moi-même, mais aussi l'équipe dirigeante. Et ils étaient ultra minoritaires dans le syndicat. Et en étant ultra minoritaires, ils n'ont pas réussi à avoir la tête de Farid. Ils ont été chercher le secours de la fédération. Et c'est à partir de là où la fédération a organisé toute cette politique de division et cette politique d'attaque contre le syndicat. On a un responsable fédéral qui est arrivé dans le syndicat un jour et on était tous réunis, qui a dit, Farid, il faut que tu organises un congrès extraordinaire du syndicat. Il y a de la contestation, il y a des différends. Ça se tranche à la CGT, ça se tranche dans les congrès. Soit, ça se tranche dans les congrès. Le syndicat a organisé ce fameux congrès extraordinaire le 14 novembre. 193 syndiqués de l'usine se sont présentés et ont assisté à ce congrès. La surprise, c'est que les minoritaires, les contestataires, n'y sont pas venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient sûrs d'être ultra minoritaires. La fédération, les structures de la CGT ont boycotté ce congrès qui a été organisé d'après... statutairement, en bonne et due forme, et je peux vous assurer qu'on l'a organisé, on a fait attention à l'organiser, bien en conformité avec les statuts. La direction du syndicat a été réélue, il y a eu les discussions, mais que tout le monde attendait, elle n'a pas eu lieu, parce que les contestataires n'étaient pas là. Une fois qu'il y a eu ce congrès, dans la semaine qui a suivi, un tract a été distribué par la fédération pour appeler un deuxième congrès. Au niveau des statuts de la CGT, c'est complètement illégal. Il ne peut pas y avoir la création d'une deuxième CGT quand il existe déjà une CGT à paramètre équivalent, et ça paraît logique. Bref, ils n'ont pas respecté, ils sont assis sur leur statut, ils sont assis sur le congrès qui a réuni 193 syndiqués, qui ont voté, qui ont décidé qui étaient leurs représentants
dans le syndicat. Et ils ont créé de toutes pièces cette deuxième CGT. Dans la foulée, le syndicat a proposé, non pas que aux syndiqués de la CGT, mais à l'ensemble des travailleurs. Parce que l'existence d'un syndicat de combat, un syndicat combatif contre le patron, ça ne concerne pas simplement les syndiqués CGT, ça concerne l'ensemble des travailleurs de l'usine. On a proposé à l'ensemble des travailleurs de l'usine de signer une pétition contre la division et pour la reconnaissance du syndicat CGT-PSA, le syndicat historique. 1085 travailleurs ont signé cette pétition et je peux vous dire que ça a fait discuter dans l'usine. La fédération n'en a absolument pas tenu compte. Ce que pensent les travailleurs, ce que pensent les syndiqués, la fédération n'en tient absolument pas compte quand ça ne va pas dans ses intérêts. Et derrière, il y a eu donc cette création de cette deuxième CGT. Et c'est là où il y a un troisième acteur qui rentre dans la course, c'est la direction de PSA. La direction de PSA, immédiatement, quand il y a eu la création de cette deuxième CGT, elle l'a reconnue. Et elle a dit, la vraie CGT, c'est plus Ferré de Port-Saly, c'est plus Mercier, c'est cette deuxième CGT qui est reconnue par la fédération. Et donc, on va accepter les nouvelles désignations de tous les mandats désignatifs, les délégués syndicaux, les représentants syndicaux, etc., etc. Et c'est là où on voit cette complicité très, très active entre la direction de PSA et la fédération de la CGT. Alors, pour le coup, personne dans l'usine n'était étonné parce que ça faisait un moment que tout le monde disait une affaire aussi grande que ça, c'est forcément qu'il y a le patron qui est derrière tout ça. L'étape suivante, la fédération n'est pas restée au périmètre de l'usine de PSA Poissy, elle s'en est pris à mon mandat, elle s'en est pris à la direction de la CGT du groupe PSA. Nous sommes un groupe industriel avec une quinzaine d'usines, une quinzaine de syndicats CGT, où on fonctionne collectivement, démocratiquement, où mon mandat, c'est les syndicats du groupe qui me l'ont donné. Déjà, à l'époque, j'ai dû, avec les syndicats du groupe, imposer que la désignation par la Fédé de mon mandat, ça soit le fruit d'une élection des syndicats, parce que ça n'existait pas à la CGT de PSA. Donc les syndicats m'ont élu comme DSC. Et du jour au lendemain, d'une manière arbitraire, la fédération m'a démandaté. La réaction des syndicats a été immédiate et automatique. Il y a eu une nouvelle élection, on a déclenché une nouvelle élection sur l'ensemble du groupe PSA. Je me suis présenté, bien évidemment, et la fédération avait son homme de paille, avait son pantin à mettre en face. Il y a eu une élection dans chaque commission exécutive, dans chaque syndicat du groupe, et les militants ont fait l'effort de toute la France de monter, de se rassembler à Montreuil. Vous avez sans doute vu cette fameuse vidéo du 13 mai, où on est dans le grand patio de la Confédé à Montreuil, où tous les secrétaires de syndicats ont annoncé en toute transparence le résultat du vote de leur commission exécutive. Sans appel, j'ai été réélu à 88% des voix et l'homme de la Fédé a recueilli 85% de votes contre, parce qu'on avait fait les votes pour et les votes contre. Le résultat, vous l'avez vu dans la vidéo, la fédération dit ce vote est caduc. Ce vote est caduc. Et ça a été une leçon de choses pour tous les militants qui étaient présents, et je pense pour tous ceux qui ont vu cette vidéo. Et ils ont désigné dans la foulée ce fameux gars qui a recueilli 85% de votes contre. Et dernière étape, dernière séquence, à la veille des congés, dans l'automobile, les patrons ils ferment les usines pendant 3 ou 4 semaines. À la veille de partir en congé, moi, ça m'a fait rappeler la manière qu'avait procédé à l'époque PSA Aulnay pour annoncer la fermeture officielle. C'était à la veille du départ en congé, histoire que tu partes bien en vacances en te disant à la rentrée, j'ai plus de boulot. Voilà, la fédération, elle utilise exactement les mêmes méthodes du patron. À la veille de partir en congé, elle nous a envoyé à chacun des 16 militants délégués ou ex-délégués, ceux qui n'ont plus de mandat, comme moi, un huissier de justice. Et vous voyez débarquer chez vous, vous ouvrez la porte, ou votre conjoint ouvre la porte, vous voyez un huissier de justice, en général, moi personnellement, le seul huissier de justice que j'ai eu, c'est celui que le patron m'a envoyé une fois. Voilà. Sinon, c'est votre banquier, votre propriétaire, bref,
C'est des gens qui ne sont pas de votre côté en général. Voilà, c'est la fédération CGT qui nous a envoyé un huissier de justice. Pourquoi? Pour nous remettre une assignation au tribunal. Ils auraient très bien pu envoyer ça par recommandé. Ça leur aurait économisé 5 000 €. Bon, mais ils ont préféré essayer de nous impressionner, d'impressionner les travailleurs en disant voilà, c'est un huissier de justice, on va essayer de vous foutre la trouille. Bon, ça a été tout le contraire, donc nous assigner en justice. Et on va passer en procès, je le dis, comme ça m'évitera de le redire, le 20 octobre, au tribunal de Bobigny. On va organiser un rassemblement et des prises de parole. Voilà, pour tous ceux qui sont pour la démocratie syndicale dans la CGT, qui trouvent cette affaire répugnante, écœurante, eh ben, je vous invite, je vous appelle à venir vous rassembler et à venir nous soutenir. Alors, on en est là. On a évidemment on a réagi à la fois dans l'usine et à l'extérieur de l'usine. On a lancé une pétition en ligne. Je vous invite aussi à la signer et puis à la faire partager. Mais la question que tout le monde se pose normalement à un moment ou à un autre, c'est pourquoi la fédération, elle a cette politique-là. Au moment où Macron nous annonce du sang et des larmes, au moment où, dans la filière automobile, dans le secteur de l'automobile, le patronat de l'automobile prépare dans ses tiroirs des dizaines de plans de licenciement, des dizaines de fermetures d'usines, avec le prétexte bidon du passage du thermique à l'électrique. À ce moment-là, pourquoi la fédération, elle décide de vouloir la peau d'un syndicat et la peau et désorganiser la vie collective d'un groupe de 15 syndicats? Tout simplement, d'abord, c'est un fait. Voilà, donc il y a forcément une raison derrière. Et ça, il faut s'en convaincre. Tout simplement parce que la fédération, elle veut reprendre la main sur des syndicats ou des groupes de syndicats qui lui paraissent pas assez obéissants, trop indépendants. Et c'est vrai que moi, on m'a reproché au niveau de la fédération de trop écouter les syndicats et pas assez la fédération. Et la fédération de la métallurgie, visiblement, elle veut être comme une CFDT, c'est-à-dire c'est le sommet qui décide pour la base. Eh bien nous, dans le syndicat la CGT-PSA, mais pas que dans le syndicat de CGT-PSA, c'est bien au-delà comme pratique. On défend deux principes essentiels qui nous semblent incontournables pour un syndicat qui se revendique des intérêts des ouvriers de la classe ouvrière. C'est les syndicats de combat. Syndicat de combat, ça veut dire que notre ennemi, notre adversaire, c'est le patronat, c'est le gouvernement. Et qu'on ne peut pas s'entendre avec le patron. On ne pourra jamais s'entendre avec le patron. Et ce qu'on pourra obtenir, ça sera le fruit du rapport de force. Ça sera le fruit de la mobilisation collective de l'ensemble des travailleurs. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est la démocratie syndicale. C'est la démocratie ouvrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un travailleur, vous êtes commandé tous les jours par votre chef, par votre directeur, à l'usine, à l'entreprise. À l'extérieur, vous êtes commandé par les flics, vous êtes commandé par le gouvernement. Vous êtes tout le temps commandé. On se fait tout le temps commander. Eh bien, s'il y a un endroit où on ne doit pas se faire commander, et où, au contraire, c'est les travailleurs, les syndiqués qui doivent commander, eh bien, c'est dans les syndicats. C'est dans les syndicats ouvriers. C'est ça, la démocratie ouvrière. Et la démocratie ouvrière, les bureaucrates de Montreuil, ils n'en veulent pas. Ils la mettent, c'est une belle phrase, pour ceux qui sont de la CGT, ils la connaissent par cœur, tellement on nous rabâche là-dessus. C'est le syndiqué, acteur, décideur. Ça, c'est dans les congrès. Dans la réalité, dans les faits, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, pourquoi? Parce que non seulement ils n'ont pas confiance dans les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou pas, mais ils en sont même méfiants. Ils sont méfiants des travailleurs, ils sont méfiants des syndiqués, de ce qu'ils pourraient faire, de ce qu'ils pourraient penser, de quelle manière ils pourraient s'organiser. Parce que ça, c'est le fruit de toute l'histoire du syndicalisme, de l'intégration des syndicats dans la société capitaliste. Et le combat que l'on mène là, le problème qu'on a en face de nous sur le fait que des bureaucrates veulent imposer leurs dictats, leurs oukases, aux syndicats de base, aux militants d'entreprise. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le débat, c'est la bagarre qui existe depuis que les syndicats pratiquement existent, déjà dès la fin du 19e siècle. Et ça n'a pas cessé de décennie en décennie. Et en face, l'État en premier.
et ensuite le patronat ont développé une politique à la fois avec deux faces. La première face, c'était le bâton, la répression, quand les travailleurs se mobilisaient, se mettaient en grève, se révoltaient. Mais c'était aussi l'autre face, c'était la main tendue aux responsables syndicaux, aux responsables nationaux. Et ça a démarré, mais dès la fin du 19e siècle, parce que les travailleurs, ils savent s'organiser, c'est pas un souci, c'est une conséquence instinctive de l'exploitation. Quand vous êtes exploité, quand vous en prenez plein la figure, bah forcément vous avez un instinct de vous rassembler, de vous organiser pour vous défendre. Mais derrière, l'État, le patronat a corrompu, a pris dans son camp les responsables syndicaux, les responsables nationaux. Et on paye le fruit de cette politique. Il ne faut pas s'en étonner. Il faut pas s'en étonner. Alors moi, en tant que communiste révolutionnaire, bah oui, je défends ces deux principes, et on défend ces deux principes dans les syndicats dans lesquels on milite. Syndicats de combat et la démocratie syndicale, la démocratie ouvrière, parce que c'est essentiel pour les travailleurs, pour savoir comment ils doivent s'organiser, comment ils doivent mener leur lutte. Et ce n'est pas que l'apanage des communistes révolutionnaires. Ces principes-là sont défendus dans les syndicats par des camarades qui ne sont pas des révolutionnaires, qui ont d'autres opinions politiques ou qui ne sont pas forcément encartés dans des partis politiques. Mais ces idées-là, c'est indispensable, vital de les défendre parce qu'il en va de l'avenir. Alors vous savez, on a perdu des batailles juridiques dans cette affaire. On a été 2 fois à Versailles, 2 fois on a perdu. Ces procès ont fait l'objet d'appels à la Cour de cassation, mais je dirais même au-delà de l'aspect juridique de l'affaire. Vous savez, là où vraiment ça va compter, c'est pas qu'on soit reconnu ou pas par des juges, c'est pas qu'on soit reconnu ou pas par le patron, c'est pas qu'on ait le sceau, le feu vert ou le feu rouge des bureaucrates de Montreuil. C'est pas ça l'important. La vraie reconnaissance qui compte, c'est la reconnaissance des travailleurs, des camarades de travail, où on souffre ensemble, où on se fait exploiter ensemble. Alors, autant la fédération, elle peut avoir dans sa poche quelques succès juridiques, pour l'instant, provisoires. On ne sait pas encore ce que ça va donner au final. Elle a peut-être gagné pour l'instant la bataille juridique. Elle a fait ami-ami avec le patron. Là-dessus, elle a gagné la confiance du patronat. Elle l'a. Ça a été confirmé, pas de souci. Mais la confiance des travailleurs, la confiance des militants de PSA Poissy, mais des militants de l'ensemble de PSA Poissy, mais même au-delà, cette affaire, elle est connue par tout le milieu CGT, par tout le milieu militant et même politique. Ça en discute et ça écœure, ça révolte. La bataille politique, d'ores et déjà, on l'a gagnée à la base. Et le vrai test, le test grandeur nature, ça sera les élections professionnelles en avril. S'il n'y a pas de grève avant, s'il n'y a pas de débrayage avant. Parce que c'est là où on verra. Je dis toujours, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est quand il y a les événements qui arrivent, quand il y a le mécontentement qui s'exprime à travers des réactions collectives, débrayage, grève. C'est là où on voit ceux qui sont à même de proposer une politique qui puisse servir les intérêts des camarades quand ils sont en grève. Et on verra bien là-dedans qui c'est qu'il y aura la meilleure politique et qui c'est qui pourra donner les moyens aux travailleurs de s'organiser et de gagner leur bagarre, d'apprendre, d'élever leur niveau de conscience. Mais en tout état de cause, s'il n'y a pas de grève d'ici là, et on espère bien, et on milite pour qu'il y ait des grèves sur les salaires, c'est l'actualité en ce moment, mais s'il n'y a pas de grève, il y aura ces élections professionnelles et on verra bien. Là-dedans, le vrai juge, le dernier juge dans ce genre d'affaires, ce sont les travailleurs à travers leur vote, à défaut, à travers de grèves. Alors voilà, on espère bien que cette affaire, elle fait discuter. Il faut en discuter autour de vous. Il faut dénoncer ce qui se passe, la politique de la fédération, et défendre ces idées qui sont essentielles pour le mouvement ouvrier, pour la classe ouvrière. Alors pour la suite, je passe la parole à Nathalie.
Donc Jean-Pierre l'a dit, il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire pour être attaché à la démocratie syndicale, pour être attaché à la démocratie ouvrière. Effectivement, quand on se bat, quand tous les jours, quand on est confronté à son chef, quand on essaye d'organiser les travailleurs, ben on a envie de tout, sauf d'avoir en plus un bureaucrate sur le dos qui se conduit pas mieux qu'un autre chef. Donc ça fait partie finalement de l'instinct de classe, cette aspiration à la démocratie de beaucoup de travailleurs. Mais en tant que révolutionnaire, en tant que communiste révolutionnaire, nous avons une raison supplémentaire de défendre cette démocratie ouvrière. C'est que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de révolution victorieuse s'il n'y a pas la démocratie ouvrière la plus large. C'est-à-dire s'il n'y a pas la participation la plus massive, la plus consciente du plus grand nombre de travailleurs dans la lutte collective. Ça, c'est notre conviction fondamentale. Alors bien sûr, pour avoir cette conviction, il faut être communiste révolutionnaire. Et c'est de là que je voudrais partir. Je voudrais partir de là parce que, bon, on est quand même à la fête de l'UMA. On entend dans tous les stands parler de communisme, parler de révolution. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Nous sommes communistes révolutionnaires, comme Marx a tracé finalement cette voie. C'est-à-dire en pensant que oui, il faut renverser le règne de la bourgeoisie. Il faut mettre fin à la propriété privée capitaliste, au marché, à la loi du profit, à la concurrence. Et que la force qui est capable de réaliser cela, c'est la classe ouvrière. La classe ouvrière, si elle se bat pour prendre le pouvoir entre ses mains, si elle se bat pour elle-même diriger politiquement la société. Voilà ce que ça veut dire pour nous, être communiste révolutionnaire. Alors, nous le savons bien, nous ne vivons pas sur une autre planète. Ces idées, elles sont archi-minoritaires. Ok, c'est vrai, y compris ceux qui aujourd'hui pensent beaucoup de mal de la société capitaliste, tous ceux qui sont frappés par ses méfaits, par le chaos qu'elle provoque, par l'absurdité même de cette société-là. Souvent, ils ne voient pas et ils ne croient pas dans la possibilité de la renverser et de créer une autre société. Quant à la classe ouvrière elle-même, elle est bien sûr très, très, très loin de se dire qu'un jour, elle pourrait elle-même prendre le pouvoir entre ses mains et diriger la société. On voit les difficultés qu'on a partout dans les entreprises pour se réunir, pour s'organiser, pour résister aux attaques patronales, pour se battre. Donc oui, c'est vrai, on est dans cette situation-là. Cette situation-là, elle démoralise même d'ailleurs un certain nombre de militants, des militants syndicaux, des militants politiques, des militants qui parfois en viennent à dire que c'est foutu, quoi. C'est foutu. Il n'y aura pas la possibilité de revoir mai 68, par exemple. C'est tellement difficile de faire grève. Et finalement, ils estiment que tout ça, c'est du passé. Et que cette perspective-là, que la classe ouvrière prenne le pouvoir, eh bien, voilà, c'est fini. Alors, je tiens à dire là que ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas démoralisés par la situation, pas du tout. Et ce n'est pas parce que la classe ouvrière, elle ne se bat pas aujourd'hui, qu'elle n'est pas capable de prendre le pouvoir demain. Nous pensons que c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, et en fait qu'il y ait plus de bas que de hauts. C'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, et c'est en fait même toute l'histoire de toutes les sociétés d'exploités, et c'est même dans la nature d'une classe exploitée que de ne pas être consciente de sa force, de ne pas être consciente de sa capacité à résister, de subir ceux qui dominent matériellement. Bon, aujourd'hui, quand on est un travailleur, c'est dur tous les jours. Et le lendemain, il faut remettre ça. Il faut avoir l'énergie de repartir au boulot. Et la semaine, et on finit la semaine. Et on fait comme ça. On essaye de survivre, voilà, de sauver sa peau comme ça au jour le jour. C'est la situation actuelle. On a cette domination-là matérielle, c'est
Oui, une domination par le fric. Par le fric, c'est l'exploitation. On a une domination idéologique. Regardez aujourd'hui, c'est pas la fête de l'humanité qui fait la une dans tous les journaux. C'est quoi? On est censé se prosterner parce qu'il y a une reine, une espèce de vestige du Moyen-Âge qui a passé l'arme à gauche. Voilà. Bon. Mais tout ça, vous voyez, c'est une domination qui pèse sur les esprits. On est censé, toujours, se prosterner contre ceux qui dirigent, contre ceux qui ont du pouvoir, les admirer. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous sommes convaincus, que la classe ouvrière, elle mènera à nouveau de grandes luttes, et deux, qu'au travers de ces luttes massives, au travers de ces soulèvements sociaux, oui, elle peut acquérir la conscience qu'elle peut et qu'elle doit prendre le pouvoir politique. Et ça s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire. Et pour que ce soit possible, il faut bien sûr la vapeur, il faut bien sûr cette explosion sociale, cette volonté de millions de femmes et d'hommes de dire ça suffit, on n'accepte plus la situation. Ça veut dire des millions de femmes et d'hommes qui se lèvent, bien sûr. Mais en plus de ça, il faut deux choses. En plus de cette explosion sociale, il faut un parti révolutionnaire et il faut la démocratie ouvrière. Il faut un parti révolutionnaire parce qu'il faut justement des militants qui, dans le contexte de cette lutte, poussent les travailleurs à aller jusqu'au bout de leurs possibilités. Contre tous ceux qui déploieront une énergie folle pour canaliser la colère sociale, pour la neutraliser, pour l'amener sur des voies de garage, comme ça s'est tant produit de fois dans le passé. Il faut donc qu'il y ait ces militants-là, dans ces moments-là. Et il faut qu'il y ait la démocratie ouvrière, c'est là-dessus que je veux développer, donc je vais vite sur le parti. Cette démocratie ouvrière, pour nous, ça ne veut pas seulement dire le droit de voter pour les travailleurs. Ça veut dire la possibilité pour les travailleurs de s'organiser le plus largement possible, le plus librement possible, dans les organisations qu'ils créent eux-mêmes, dans lesquelles ils confrontent leurs points de vue, dans lesquelles ils votent, bien sûr, pour ensuite définir leur politique, mais dans lesquelles ils décident de leur ligne, de leurs objectifs de lutte, de leurs moyens aussi de lutter, dans lesquels ils décident de leurs représentants. Cette démocratie ouvrière, elle se décline dans plein d'organisations différentes. Ça peut être des comités de grève, ça peut être des comités de lutte, ça peut être des soviets, ça peut être des milices, des milices de travailleurs, ça peut être des ronds-points où il y a des assemblées générales 24 heures sur 24. Cette démocratie ouvrière la plus large possible, c'est ça que l'on veut dire quand on parle de démocratie ouvrière. Cette démocratie ouvrière, elle est indispensable. Sans elle, il n'y a pas de révolution victorieuse possible. Pour la simple et bonne raison que cette démocratie ouvrière, c'est la seule possibilité pour les travailleurs de s'unir, d'unir leurs forces et d'agir comme une classe sociale révolutionnaire, d'unir ses forces et de se forger aussi une politique, une conscience politique au travers de la lutte. J'insiste sur le fait d'unir ses forces. Parce qu'on a l'habitude de dire la force des travailleurs, la force de la classe ouvrière, c'est son nombre. Alors, son nombre, et c'est vrai que on constitue l'écrasante majorité de la population, c'est des millions de travailleurs à l'échelle du pays, c'est des milliards de travailleurs à l'échelle du monde. Oui, c'est une force, mais ça peut être aussi un point faible, c'est aussi une difficulté objective. Parce que derrière ce nombre se cache une incroyable variété de situations, des métiers différents, des secteurs différents, des statuts différents, des vies qui sont très différentes, des situations et des points de vue différents. Des points de vue différents, parfois même des intérêts différents et parfois même des intérêts et des points de vue en opposition. Et ça, le patronat, il sait très très bien l'utiliser.
Il sait très bien utiliser toutes ces différences, cette variété qui existe dans le monde du travail, parce que on a des origines différentes, parce qu'on a un parcours de vie différent, parce qu'on est des femmes, des hommes, parce que voilà, on n'a pas la même couleur de peau, etc. Le patron, il a très bien vu que ce nombre, ça pouvait être un point faible. Si on savait justement faire de ces différences des divisions, et il l'utilise pour diviser les travailleurs. Et c'est un fait qu'aujourd'hui, la classe ouvrière, regardez comment elle est dispersée politiquement. Elle est complètement dispersée politiquement. Dans la classe ouvrière, vous retrouvez finalement toute la palette des partis, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Hein, et puis tous ceux qui sont abstentionnistes, qui disent tout ça, ça sert à rien, c'est de la merde, basta. Il y a toute cette palette-là. C'est ça aussi aujourd'hui le nombre de la classe ouvrière. Et si demain, il y avait une explosion sociale, une remontée des luttes, eh bien, elle se ferait avec des millions de travailleurs, mais qui ont tous ces points de vue différents. Et il n'y a aucune organisation, ni organisation syndicale, ni organisation politique, qui peut prétendre s'ériger en chef dirigeant, qui peut prétendre représenter peut-être ces centaines de milliers de travailleurs en révolte. Aucune. La réalité, c'est que soit les travailleurs s'organisent eux-mêmes avec justement la possibilité de débattre le plus largement possible de leurs opinions, de la façon dont ils voient les choses, qu'ils pourront s'unir dans la lutte, qu'ils pourront se souder, qu'ils pourront prendre conscience que finalement, oui, ils sont prêts à tendre toutes leurs forces pour aller dans cette direction. La démocratie ouvrière, c'est la seule possibilité pour eux de confronter toutes les opinions qui existent. Et ça sera aux travailleurs de trancher. Donc, voilà, pour nous, c'est le seul moyen, cette démocratie ouvrière. L'existence de ces comités de lutte, de ces conseils ouvriers, d'unir la classe ouvrière. Et c'est le seul moyen, bien sûr, aussi pour elle, de faire son apprentissage politique. Parce que c'est dans la lutte, et c'est justement en pouvant vérifier les différentes options qui ont été choisies que les travailleurs pourront faire le tri entre toutes les idées, toutes les propositions qui sont sur la table. C'est uniquement comme ça qu'y compris ils pourront vérifier qui sont leurs amis, qui sont leurs ennemis, qui sont leurs faux amis. Il n'y a que comme cela. Mais ça suppose la possibilité de débattre librement de toutes les idées, de toutes les options politiques, et de faire en sorte que ce soit les travailleurs qui tranchent, quitte y compris à faire des erreurs, quitte y compris, justement, à réaliser que là, ils ont été trompés, qu'il faut qu'ils changent de politique. Que finalement, celui-là qui était minoritaire et qui était taxé de diviseur, parce que c'est ça souvent dans les mouvements, vous êtes des diviseurs quand vous n'avez pas le point de vue majoritaire. Finalement, c'était peut-être lui qui indiquait la bonne voie. C'est tout ça un processus révolutionnaire. Et il n'y a que comme ça, au travers de cette démocratie ouvrière, que les travailleurs pourront effectivement se forger leur propre politique et aller le plus loin possible dans le combat qu'ils ont choisi. Si on prend l'exemple, il ne faut pas que je dépasse trop, mais si on prend l'exemple des soviets en Russie, eh bien, ils ont joué ce rôle-là. Les soviets en Russie, ils ont rassemblé des travailleurs, des paysans, des soldats, qui, pour certains, n'avaient jamais fait de politique, qui, pour la plupart, ne savaient même pas qui étaient les partis en face. Ils n'étaient pas acquis aux bolcheviks, les soviets. Et les soviets, ils étaient acquis, au contraire, à ceux qui, dans un premier temps, ont donné le pouvoir à un gouvernement qui était étranger à la classe ouvrière et qui voulait tout sauf ce pourquoi les travailleurs se battaient. Et ils ont suivi ces dirigeants-là pendant plusieurs mois. Et c'est au travers de la lutte qu'ils ont vérifié où ça les menait. Que ça les menait ni à la paix, ni au partage des terres, ni que ça leur donnait pas de pain, etc. Et c'est au travers de tous ces débats politiques que finalement, oui, les bolcheviks, ils ont réussi à finalement devenir majoritaires dans les soviets.
Et c'est ce qui a permis d'aller jusqu'au bout de la révolution et de faire que les travailleurs prennent le pouvoir. Donc, pour nous, cette démocratie ouvrière, vous voyez, elle est indissociable du combat de la classe ouvrière pour prendre le pouvoir. Alors, on ne donne pas une vertu, magique à la démocratie ouvrière. C'est pas en soi, on ne donne pas une vertu révolutionnaire. Mais s'il y a des militants révolutionnaires dans une période comme ça pour défendre justement leurs perspectives, oui, cette démocratie ouvrière, elle donnera la possibilité aux travailleurs de s'engager sur ce chemin-là. Voilà. Alors, pour nous, vous voyez que c'est plus qu'un principe de démocratie, c'est bien plus que ça. Cette démocratie ouvrière, en fait, c'est ce qui va donner la force révolutionnaire aux travailleurs quand ils seront décidés à secouer la société, à renverser la société capitaliste. Voilà aussi pourquoi, d'ailleurs, cette démocratie ouvrière, elle a tant été combattue, elle a tant été combattue et elle a été tuée par le stalinisme. Cette force subversive que finalement elle contient, à partir du moment où les idées révolutionnaires, elles irriguent la société, c'est pas tolérable pour tous ceux qui veulent instaurer leur dictature, leur monopole sur la classe ouvrière. Et c'est la raison pour laquelle le stalinisme a eu cette politique dans les différents partis communistes, de supprimer toute possibilité de discuter, toute possibilité de confronter, de critiquer, toute possibilité même de prendre la parole dans le parti. Et c'est aussi ce qui a conduit les partis communistes à se comporter comme ceux qui avaient le monopole sur la classe ouvrière et qui, bien souvent, donc les a conduits, y compris à combattre tous ceux qui voulaient s'adresser aux travailleurs sans être au Parti communiste. Alors, nous, c'est notre longue histoire de trotskiste qui me fait dire tout ça, mais on pourra en discuter aussi. Je dis ça aussi pour tous ceux que ça surprend, ce qui se passe aujourd'hui à la CGT PSA. Il ne faut pas en être surpris, parce que justement, il y a eu tout un combat dans le mouvement ouvrier sur toutes ces questions-là. Et c'est vrai que le stalinisme, le premier, il a mené ce combat pour faire taire et pour étouffer toute possibilité de démocratie ouvrière. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Je voulais juste finir sur une chose, c'est que ce combat, le combat que les camarades de la CGT mènent dans le groupe PSA, c'est pas un combat facile. C'est pas un combat facile parce que c'est comme tout, la période, c'est pas une période de montée de la combativité. Bien souvent, on manque de combattants, y compris dans les syndicats. La CGT Poissy, elle a trouvé le soutien. Elle a demandé aux travailleurs de s'exprimer sur cette question-là. Il y a eu un congrès, 193 syndiqués qui sont allés pour justement affirmer leur attachement à cette démocratie. Il y a eu une pétition, 1 millier d'ouvriers qui ont signé, etc. Donc on voit qu'il y a du répondant quand on milite. Mais vous voyez, ce n'est pas non plus le déferlement, y compris quand on discute là plus largement dans la CGT, on ne peut pas dire que ce soit un vent de révolte contre ces pratiques qui sont révoltantes et qui sont finalement le moyen de fermer la bouche aux travailleurs, ce qui est scandaleux. On ne peut pas dire. Donc on est dans une situation où en effet, vu l'État, le niveau de combativité, le nombre de combattants, c'est difficile de mener ces combats et de les gagner. C'est difficile. Et je voudrais aussi terminer là-dessus. Comme c'est difficile, de construire un parti communiste révolutionnaire dans une période qui ne l'est pas révolutionnaire. Et en même temps, il faut bien le construire, ce parti, avant que la révolution, elle déboule. Il faut qu'il y ait des militants qui s'accrochent justement à toutes ces idées-là, à toutes ces perspectives-là. Cette perspective que les travailleurs, il faut
placer notre confiance dans les travailleurs. Cette société, on ne la changera pas d'en haut. On ne la changera pas de l'Assemblée nationale. On ne la changera pas au travers des élections. On la changera d'en bas. D'en bas. Quand les travailleurs révoltés, eh bien, ils se poseront candidats à la prise du pouvoir. C'est comme ça qu'on la changera. En fait, je vais m'arrêter là. Bien, maintenant on a beaucoup parlé, à vous de parler. Si vous avez des questions, des remarques, des avis. Alors je vais répondre à la camarade de la CGT Éducation. Comment dire, c'est pas à notre sens, c'est pas un problème du moment où on est où la CGT, je dis on, mais où la CGT prépare son congrès confédéral, et c'est pas un problème de statut. C'est l'enjeu de la bagarre là, il est plus politique que ça. C'est pas un problème de statut, parce que on a bien la preuve qu'on peut écrire n'importe quel statut, même les meilleurs du monde. Si les directions fédérales, confédérales ne les respectent pas, et elles ne les respectent pas, ça sert en fait pas à grand-chose. C'est un problème politique dans le sens où, bah oui, au fil des années, au fil des décennies, oui, il y a un certain nombre de syndicats, un certain nombre de groupes de syndicats, je parle pour la métallurgie, qui ont fait leur vie, qui se sont organisés, qui ont réussi à s'organiser collectivement, à défendre des politiques syndicales, à élire leurs représentants en toute démocratie. Et ce n'est pas parce qu'il y a des militants de lutte ouvrière dedans. Ce n'est pas ça le problème. J'ai en tête bien des exemples de camarades, soit de la France Insoumise, mais beaucoup du Parti communiste, qui sont mis au placard par leur fédération parce que voilà, ils sont trop indépendants par rapport aux directions fédérales. Et que les directions fédérales, aujourd'hui, elles doivent regagner le terrain dans les syndicats, le terrain perdu, parce que c'est vrai que ça fait des années et des années, entre nous, elles n'ont strictement rien fait. Le boulot d'une vraie fédération, bah, c'est de fédérer. C'est de fédérer les informations, c'est de fédérer les problèmes, c'est de fédérer les solutions, c'est de fédérer les bagarres, les luttes. C'est d'apporter quelque chose aux syndicats. Normalement, enfin, beaucoup de militants le conçoivent comme ça. Enfin, ça serait la logique. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est aujourd'hui un assemblage de seigneuries avec des directions fédérales qui font ce qu'elles veulent et puis point barre. Et surtout qui défendent leurs privilèges, qui défendent leur place, qui défendent leur statut social. Et c'est un problème politique que l'on a aujourd'hui, que l'on vit à PSA, mais qui a été vécu dans bien des fédérations, dans bien des syndicats, parce que c'est récurrent et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le problème politique que l'on a, c'est est-ce que c'est la base qui décide ou est-ce qu'on se fait commander ? Le problème, d'abord et avant tout, il est là. Alors, ça peut paraître démoralisant, et c'est, je vous le dis, je l'avoue, quand ça a démarré à PSA Poissy, bon nombre de camarades du syndicat ont été déstabilisés, parce que c'est dans l'ordre de choses de se faire attaquer et de se faire cogner par son patron. C'est dans l'ordre des choses de se faire attaquer et de se faire cogner par le gouvernement. C'est normal, entre guillemets, c'est normal. Mais que les coups viennent de sa propre maison, là, il y a un problème. Et c'est déstabilisant au début. Alors, c'est déstabilisant parce que les camarades, très souvent, ils ne sont pas préparés à ça. Parce que ça, c'est des problèmes politiques. C'est l'histoire du mouvement ouvrier. Et nous, en tant que militants politiques, justement, on s'y prépare. On défend ces idées que, bah oui, ça s'est vu dans le passé, mai 68, juin 36, 1914. 1914, c'est la déclaration de la Première Guerre mondiale. Que fait la CGT de l'époque ? Bah, c'est d'appeler les travailleurs à prendre l'uniforme et puis à aller se foutre sur les Allemands.
Ça a été la première grande trahison du mouvement syndical. Et ça a été répété et répété. Et c'est là où on a besoin de femmes et d'hommes qui font de la politique dans les entreprises, qui font de la politique dans les usines, qui font de la politique dans les syndicats. Mais de la politique sur le terrain des intérêts de la classe ouvrière, bien évidemment. Pour dire, bah oui, les travailleurs ont besoin de syndicats, de cet outil syndical, pour se défendre au jour le jour. Mais si on ne marche que sur cette jambe-là, bah on marche sur une jambe et on ne va pas très loin. Et en général, on se casse la figure. Il faut marcher sur deux jambes. La deuxième jambe, bah c'est l'outil politique. C'est ce que Nathalie parlait. Un parti de travailleurs, un parti d'ouvriers, un parti qui rassemble le monde du travail et qui défend une perspective politique, justement, c'est ce que le camarade disait, d'arrêter ce cercle infernal et de passer à autre chose, c'est-à-dire de foutre en l'air cette société. Voilà, c'était la première... Alors moi aussi, je voudrais revenir à ta question. Je te remercie. Tu es sceptique, tu doutes, tu dis oui, mais si on donne le pouvoir aux travailleurs, est-ce qu'ils seront vraiment capables de faire quelque chose de mieux? En fait, c'est ça ta question. Moi, je suis d'accord. Non, je parle à la question du camarade juste devant là. Donc, effectivement, ce n'est pas donner notre projet, ce n'est pas de donner le pouvoir aux travailleurs. C'est de faire en sorte qu'au travers de sa lutte de classe, elle aille jusqu'à réaliser que sa lutte, elle doit aller jusqu'à prendre le pouvoir. C'est elle-même qui doit prendre le pouvoir, elle-même. Et je peux te dire que ce soit lors de la Commune de Paris, que ce soit lors de la Révolution russe, la classe ouvrière, quand elle a pris le pouvoir, en donnant tout le pouvoir aux soviets, et en établissant le gouvernement bolchevique, elle savait pourquoi elle le faisait. Elle savait pourquoi elle le faisait. La conscience politique, elle a précédé la prise du pouvoir. Ils savaient qu'ils avaient besoin de prendre le pouvoir s'ils voulaient mettre un coup d'arrêt à cette boucherie qu'était la guerre. Et c'était pas rien. C'était pas rien. Tu vois ? Tu dis, mais ils vont délibérer, et est-ce que ça va tomber côté pile, côté face? Mais c'est pas comme ça que ça se pose la question. Ils font la révolution pour sauver leur peau. C'est une question de survie. C'était pour pas aller se faire trouer la peau qu'ils ont fait la révolution. Quand ce gouvernement provisoire, prétendument révolutionnaire, en avril, il dit, bah, on y retourne. Les mecs, ils se sont dit, mais c'est quoi ça? On n'a pas fait la révolution en février, on n'a pas construit nos soviets, on n'a pas fait cette révolution dans l'armée pour à nouveau être balancés sur le front. Et là, ils ont compris, ces gens-là, ils ne sont pas dans notre camp. C'est pas pour ça qu'on s'est battu, c'est pas pour ça qu'on a renversé la police, qu'on a pris les armes. C'est pas pour ça qu'on a fait tout ça. Ben donc c'est à nous de créer notre propre gouvernement. Ils savaient pertinemment pourquoi ils devaient prendre le pouvoir. Ils devaient prendre le pouvoir pour partager les terres. Ils avaient commencé à se les partager, les terres. Mais le gouvernement provisoire, prétendument révolutionnaire, leur envoyait encore les flics. C'est quoi ce pouvoir? Il est de quel côté? Voilà toutes les questions qui se sont posées. C'était concret, tu vois. Et c'est pareil pour la révolution, pour la Commune de Paris. Donc, la conscience, je peux te dire que quand les gens se battent, et que c'est leur peau qui est en cause, ils savent quelle direction prendre. Et c'est pour ça que nous, on a cette confiance-là. Alors, bien sûr qu'ils peuvent faire des erreurs, bien sûr, ils peuvent faire des erreurs. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui avec la classe capitaliste, la bourgeoisie qui dirige. Mais c'est une faillite totale. Ils nous mènent où? Ils ne savent même pas où ils nous mènent. Ils savent même pas où ils vont. Regarde, ils sont même plus capables de fabriquer l'énergie capable pour fabriquer leur camelote aujourd'hui. Ah, ils s'en mordent les doigts, ils disent « Ah, ben on a fait des erreurs, on a mal fait, on a mal prévu, on a mal planifié. » Mais tu parles, c'est pas ça. C'est que comme toujours, c'était toujours le profit, le profit, le profit, le profit. Donc ils sont allés là où il y avait du profit, sans chercher à préparer l'avenir, sans chercher à planifier. Et t'inquiète, tant qu'ils seront au pouvoir, ça sera ça.
Tu vois? Donc nous, on sait qu'on a zéro confiance à faire dans cette classe sociale. La classe ouvrière, elle fera des erreurs. Elle fera des erreurs. Dans les délibérations, il y aura des erreurs. Mais il y a un truc, tu vois, sur lequel elle ne se trompera pas. C'est qu'elle fera fonctionner cette machine économique pour répondre à nos besoins, à tous. Pas pour faire du fric pour une minorité. D'abord pour qu'on ait le droit de vivre, tous les travailleurs. Et qu'on ne soit pas, alors même qu'on l'a fait tourner cette société, qu'on donne le meilleur de nous. Parce que ça aussi, on peut parler de la conscience. Mais tu vois, aujourd'hui, tu peux te dire, ouais, tu peux avoir des doutes, mais quand même, dans la classe ouvrière, il y a aussi quand même des sacrés cons. Ah ouais, c'est vrai. Mais je peux te dire qu'ils n'arrivent pas à la cheville de la bourgeoisie. Voilà. Parce que, tu vois, ce qui nous a frappé, nous, dans le Covid, dans toutes ces crises-là, c'est que malgré tout, qu'est-ce qui anime les travailleurs? Eh ben, c'est de faire leur boulot et de le faire correctement. Voilà. C'est leur conscience professionnelle. Qu'est-ce qui a conduit les aides à domicile, les infirmières, les aides-soignantes à y aller, tu vois? Et ce dévouement, cette conscience que, de toute façon, s'ils ne font pas le job, la société, elle s'écroule. Ça, c'est un truc, toi, qui est fondamental chez les travailleurs. Tu vois? Alors, je peux dire que il y a des préjugés, il y a des conneries dans la tête d'un tas de travailleurs, mais toi, ça leur donne une sacrée supériorité. Une sacrée supériorité. Voilà. Donc voilà pourquoi, oui, la confiance dans les travailleurs. Je ne veux pas développer plus, mais toi, tous les camarades pourraient te dire, tu sais, dès qu'il y a un combat, dès qu'il y a une grève même, mais ça, nous, on en discute entre nous, comment la conscience, justement, collective, elle transforme les gens. Et ça, tu pourras discuter, si tu as un petit peu le temps, avec des camarades après, mais ils peuvent le raconter de façon très concrète. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas ça. Aujourd'hui, cette société capitaliste, elle fonctionne comme elle nous étouffe. Elle tue en nous mais même notre initiative, en réalité. On dit, la société capitaliste, c'est une société... la libre entreprise, la liberté d'initiative. Mais tu parles? Non. Nous, quand on a envie de faire des choses, on ne peut pas. Tu vois? Bon, enfin, je ne vais pas plus loin, là, sinon, on en a jusqu'à demain. Pour... juste apporter aussi, moi, ma petite pierre à ta question, tu vois, sur comment se réapproprier l'outil de production si les travailleurs sont au pouvoir, hein, et comment ça pourrait se décliner, y compris à PSA. Je ne sais pas si tu auras envie de rajouter quelque chose. Bon, mais moi, là aussi, pareil, ce n'est pas un raisonnement dans l'abstrait que j'ai envie de faire, mais simplement, qu'est-ce qui s'est passé dans les usines en 1917, après cette révolution de février 1917. Il y a eu 5 jours d'insurrection, il y a eu les soviets qui se sont constitués, qui ont fonctionné comme un peu le centre organisationnel de la révolution, qui était vraiment, c'est là où les travailleurs avaient confiance dans cette nouvelle organisation-là, mais ils retournaient bosser le lendemain. Le lundi, ils retournaient bosser. Comment ça s'est traduit dans les entreprises? Eh bien, dans les entreprises, ils ont construit leur comité d'usine. Ils ont dit, c'est plus le patron qui décide. Dehors, le patron. Dehors. Ils ont été foutus à coups de pied, dans les fesses. Dehors. Mais enfin, parfois, ça a été même une balle dans la tête, en fait, dans certaines boîtes. Là où les patrons étaient les plus haïs parce que c'était des véritables tortionnaires. Ça s'est traduit comme ça. Et un certain nombre d'ouvriers, ils ont pris le pouvoir dans l'entreprise. Et ils se sont attelés à la réorganisation, effectivement, du travail dans l'entreprise. Et une des premières choses, et là, ça a été une traînée de poudre, c'est qu'en particulier, ils ont imposé, sans attendre que le gouvernement prenne quelques lois que ce soit, ils ont imposé les 8 heures de travail. Tu vois? Ils ont imposé les 8 heures de travail. Ils ont imposé que le travail se fasse comme eux. Ils voyaient qu'il devait être fait comment eux. Ça les arrangeait de le faire. Voilà. Ça s'est traduit comme ça.
Ben moi, je pense que ça se traduira comme ça. Alors concrètement, qu'est-ce que ça voudra dire à l'usine PSA? Je ne sais pas. Mais quand même, on peut imaginer toutes ces cadences. Parce que là, tous les camarades en parlent, hein, dans les boîtes de production, de montage, où il y a des lignes. Enfin bon, il faut être un marathonien, doublé d'un triathlète, doublé d'un lanceur de... Enfin bon, c'est dingue. C'est dingue. Hein, c'est des cadences complètement dingues qui déglinguent le dos de n'importe quel jeune au bout de 2 ans, de quelques mois de boulot. Bon ben voilà, quelque chose là à faire tout de suite. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas aller accepter de voir sa santé être foutue en l'air pour les profits, la rentabilité, etc. Ben là, il y aura des mesures de prise. On changera l'organisation de travail. Bon, et puis, à une échelle plus générale, peut-être qu'ils se poseront la question de revoir leur façon de produire, de revoir un tas de choses, et même peut-être de revoir ce qu'ils produisent. Parce que tu sais, si on laissait le choix aux travailleurs de ce qu'ils produisent dans les boîtes, hein, bah mon petit doigt, il me dit qu'à Dassault, ils arrêteraient peut-être un certain nombre de fabrications, hein, et qu'ils se diraient, bon, ils sont capables de fabriquer ça, hein, dont la population, les travailleurs ou la population a tant besoin, je ne sais pas dans quel pays, je sais pas, d'Afrique, d'Amérique latine ou quoi, tu vois. Et voilà, il pourrait y avoir tout ça. En tout cas, ça nous donnerait cette liberté-là vraiment de décider enfin. Décider enfin, on fait le job, hein, on fait le travail. Eh ben, qu'est-ce qu'on produit? Comment on le produit? En quelle quantité? Voilà, tout ça, ce serait des décisions à prendre, nous, et de façon, effectivement, la plus consciente à l'échelle de la planète, à l'échelle de la collectivité et puis de la planète même. Alors, juste pour te répondre sur les fédérations. Oui, les fédérations, elles jouent un rôle, et on le voit, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date je l'ai dit, enfin voilà, c'est des décennies et des décennies. C'est la conséquence de l'intégration des syndicats dans la société capitaliste. Et l'exemple que tu cites sur le financement des syndicats, c'est un des moyens que l'État et les patrons ont trouvé de s'attacher, de corrompre d'une certaine manière les directions fédérales, les directions confédérales. Et il est certain que quand des fédérations gèrent des budgets aussi gros, alors ça n'a rien à voir avec ce que gèrent les multinationales, on est bien d'accord, bah forcément tu es plus enclin, s'il y a des grèves, s'il y a des bagarres, à signer des accords, à les arrêter, à jouer les avocats des travailleurs et puis les tampons pour temporiser tout ce qu'il peut y avoir qui pourrait mettre en cause cet équilibre qui s'est trouvé entre ces dirigeants et puis les gouvernements et puis les patrons. Bref, nous on est tout en bas, on est dans les entreprises, on est dans les syndicats d'entreprise. Parce qu'on a la question qui revient régulièrement, mais alors à quoi ça sert le syndicat? À quoi ça sert de militer? Sur quelle base on doit syndiquer? Bah, c'est là où, malgré tout ça, malgré tout cet écœurement, toute cette corruption au sommet des confédérations, néanmoins, et là je parle en tant que militant lutte ouvrière, néanmoins, on milite pour que les travailleurs, à la base, ils s'organisent dans les syndicats. Dans leur syndicat à eux. Parce que le syndicat, ça doit être ce que Ferdinand Pelloutier l'appelait, c'est l'école de la lutte de classe. Comprendre la science de son malheur. D'où vient nos malheurs? Quelle est la cause de nos malheurs en tant que travailleurs? Et le syndicat, c'est la base de la base. C'est la première organisation qui rassemble les travailleurs, quelle que soit leur opinion, leur ethnie, leur religion, leur philosophie, leur métier, femmes, hommes, jeunes, vieux, peu importe. On doit faire un bloc, avoir cette première idée de conscience de classe, c'est faire un bloc uni face au patron, parce qu'on a des intérêts à défendre, irréconciliables face au patronat. Et ça,
ce que je disais, ça peut être déstabilisant de se faire attaquer par son propre syndicat. Et peut-être qu'au fin du fin, la fédération arrivera à ses fins, c'est-à-dire à nous virer de la CGT. Ouais, elle nous virera de la CGT. Mais elle n'est pas encore capable de nous virer de PSA. Elle n'est pas encore capable de nous couper, de nous casser les genoux et de nous couper véritablement la tête. Parce que pour ça, il faut bien l'autre chose. Et elle est incapable, elle n'est pas en capacité de casser les idées de la lutte de classe. Parce que ça, les idées de la lutte de classe, quelle que soit la politique de la fédération, de la CGT, des confédérations, elles vivent ne serait-ce que parce qu'on a un patron en face de nous, la lutte de classe. Après, oui, il faut ne pas perdre le moral. Et ne pas perdre le moral, ça veut dire d'abord et avant tout garder confiance. Confiance. Cette confiance inébranlable, c'est ce que disait Nathalie, dans la capacité de la classe ouvrière, des travailleurs, à se révolter. Et cette force, cette énergie immense d'avoir la possibilité de tout renverser. Mais pour ça, il faut des hommes et des femmes qui, en plus d'être des militants syndicaux, il faut impérativement qu'ils soient des militants politiques. Il faut faire de la politique dans les entreprises, il faut faire de la politique dans les syndicats. Et sinon, on ne s'en sortira pas. Sinon, ça sera les patrons qui auront de toute façon, d'une manière ou d'une autre, le dernier mot, parce qu'on ne sera pas préparé, parce que les travailleurs ne seront pas préparés. Et que des grands événements, ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est ça qu'il faut qu'on discute autour de nous. C'est ça qu'il faut qu'on gagne les travailleurs à l'idée qu'il faut qu'ils fassent de la politique, mais de la politique pour eux, pour la politique pour défendre leurs intérêts de classe, leurs intérêts de travailleurs. Et ça, je reviens après sur... je fais un petit complément par rapport à l'appareil de production. Comment les travailleurs ils pourraient réorganiser l'appareil de production? Je te connais pas, mais je suis convaincu que tu travailles tu travailles peut-être en entreprise. Et on sait tous comment on pourrait réorganiser le travail. Parce que tous les mois, toutes les semaines, on dépose des revendications sur le sous-effectif, sur l'embauche, sur comment on pourrait réorganiser le travail pour qu'il soit moins douloureux, qu'il soit moins abrutissant. Et comment on pourrait moderniser l'appareil de production, robotiser, mais à outrance, les métiers pénibles. Et que ça fasse pas comme conséquence des chômeurs, mais que justement qu'on puisse le reste, ce qu'on ne peut pas robotiser, on puisse le partager à plus nombreux pour que ça soit moins dur, tout simplement. On aurait des idées, mais là, l'imagination est au pouvoir. Et juste pour avoir une toute petite entrevue de ce qui est possible, je reviens sur le Covid. Si les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, ceux qui font tourner réellement tous les jours, toutes les heures, les hôpitaux, si tout ce personnel, ces travailleurs, n'avaient pas pris en main la réorganisation totale en quelques jours, en quelques semaines, pour accueillir tous les malades de Covid, mais il y aurait eu bien plus de morts que ça. Et ce n'est pas les directeurs de service qui ont cette capacité-là, parce qu'eux, ils ne sont pas au boulot. Ceux qui ont la possibilité de tout changer, c'est ceux qui sont au travail, ceux qui le connaissent par cœur. Et je vais aller plus loin pour rester sur l'automobile. Il y a il n'y a pas de grand débat, justement. Il y a ce qui nous bassine à la télé, le thermique, l'électrique. Et c'est les patrons qui choisissent. C'est les patrons qui décident. C'est même pas les gouvernements. Les gouvernements, ils sont là pour banquer, pour financer la recherche. Mais c'est eux. Et il y avait quelques années, Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, disait « Le tout électrique est dangereux ». Je veux pas lui donner des gages à ce PDG, mais c'est peut-être le seul dans la boutique, enfin dans le rayon, qui dit mais on est pris dans le cercle infernal d'aller dans le tout électrique parce qu'à partir du moment où il y en a un qui y va, tout le monde doit y aller. Mais même si ça doit entraîner la société dans le mur, même si en fait le tout électrique c'est extrêmement mauvais pour l'écologie, pour la terre, pour tout, et même techniquement, mais le problème, c'est que la société capitaliste, elle est organisée de telle façon sur la loi du profit qu'ils sont obligés de prendre le train de l'électrique parce que si jamais ça devait marcher, eh ben, si on ne l'a pas pris, on est mort. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ce qui régit la société, ce n'est pas le bien général de l'humanité, ce n'est pas satisfaire des besoins élémentaires, c'est où est-ce qu'on peut
se faire le plus de fric possible pour pouvoir garantir à cette grande bourgeoisie ses privilèges et son train de vie. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Et on en a la possibilité parce que les travailleurs sont à la base de tout. Et à partir du moment où ils se posent la question, et la question essentielle que pas assez de femmes et d'hommes posent dans les entreprises et dans la société, c'est qui a le pouvoir et qu'il faudra qu'on prenne le pouvoir pour justement réorganiser la société. Et ce débat électrique, thermique, pour le prendre, simplement prendre cet exemple, on l'aura avec les scientifiques, on l'aura avec les chercheurs, on l'aura avec tous ceux qui veulent vraiment y consacrer du temps et trouver la meilleure des solutions. Mais ça veut dire une société démocratique où c'est la population, les travailleurs qui ont le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on milite, nous. Et il faut qu'on milite dans les entreprises sur ces idées-là, faire de la politique pour défendre sur le terrain des intérêts de la classe ouvrière. Bon, est-ce qu'il y a d'autres camarades? Alors, on peut continuer la discussion autour d'un verre ou d'une barquette de frites, peu importe. Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui veulent encore intervenir? Pas de regret? Bah écoutez, on vous remercie tous. On vous donne rendez-vous le 20 octobre, déjà le 29 septembre, à la grande manifestation pour l'augmentation des salaires, etc. La CGT PSA Poissy, je le dis quand même parce que j'en ai l'occasion, on sera présent dans cette manifestation d'une certaine manière. On diffusera notre 4 pages, on fera la publicité sur ce qui nous arrive pour obtenir du soutien le plus large possible. Ça c'est sûr, on nous verra dans cette manifestation, qu'on se le dise. Et puis rendez-vous le 20 octobre au tribunal de Bobigny, aux alentours de midi, pour apporter le soutien le plus large et pour faire voilà, pour la démocratie ouvrière dans les syndicats. Merci à vous tous. Et entre le 29 septembre et le 20 octobre, rendez-vous à la Mutualité le 8 octobre pour un meeting samedi après-midi pour refaire le monde.